Parfait, super. Donc, je ne m'inquiète pas. Je vous vois encore, mais je ne vous entends plus. Donc, je disais que Sherbrooke est une petite université à peu près 130 kilomètres à l'est de Montréal, pas loin des lignes, comme on dit ici, mais de la frontière américaine. Donc, c'est une petite université de région avec un campus assez sympathique et très très vert, comme vous pouvez le voir ici sur cette diapo-là. Donc, en haut à gauche, c'est le campus sur lequel je me situe, et en bas à droite, c'est la faculté d'éducation, puisque je suis professeur à la faculté d'éducation de cette université-là. Et je suis également directeur d'un centre de recherche qui se nomme PEDTIS, comme vous voyez un petit peu sur la petite image en bas. Et le centre de recherche PEDTIS a pour en fait mission de réfléchir à des questions de pédagogie, de didactique et l'usage des technologies de l'information dans ces contextes de pédagogie et de didactique, et donc de formation des enseignants. Alors, on est parti de cette idée on était des formateurs en enseignement, donc on est une quinzaine de chercheurs, tous provenant de la faculté d'éducation ou de départements qui sont spécialisés en pédagogie de leur discipline, donc en pédagogie par exemple des sciences de l'activité physique et de la santé ou pédagogie médicale. Donc on est plusieurs donc chercheurs, professeurs-chercheurs, de nombreux enseignants, conseillers pédagogiques et étudiants dans ce groupe-là. Et notre idée, c'est de réfléchir à l'usage des technologies à des fins de formation, de recherche et de développement. Donc le FDR que vous voyez au centre. Est-ce que vous voyez ma souris quand je la bouge aussi, ou vous voyez pas où je pointe? Oui, on voit. Vous voyez où je On pointe? voit. Oui, Oui, Ah, ok, oui. parfait. Super. Donc, formation, développement, recherche, c'est au cœur de toutes nos intentions au niveau de l'innovation pédagogique et technologique. Et on s'inscrit dans une logique qu'on appelle le SOTL, qui nous invite à être des praticiens-chercheurs, donc à réfléchir à différentes questions relatives à nos applications, à nos pratiques pédagogiques de formation. Et tout ça, évidemment, dans un contexte prenant en compte les différentes caractéristiques locales. Et surtout, on réfléchit à nos connaissances en tant qu'enseignants et chercheurs en même temps, en s'appuyant en particulier sur le modèle TIPAC que vous connaissez peut-être, qui est en fait TIPAC pour Technological, Pedagogical and Content Knowledge Model, qui signifie qu'on est à l'arrimage, en fait, en tant qu'enseignant, manipulation de connaissances techniques, technologiques, de connaissances disciplinaires, donc de ce que l'on enseigne, la discipline que l'on enseigne, et de connaissances pédagogiques d'ordre en fait, de l'enseignement et de l'apprentissage, en fait. Donc, c'est ces connaissances-là qu'on essaie de caractériser et de manipuler dans nos travaux de recherche. Et dans ce contexte-là, en fait, on a 4 axes de recherche, et moi, personnellement, je suis plutôt au niveau de l'axe des outils et ressources numériques pour la formation à l'enseignement, puisque je travaille en particulier, vous allez voir sur la classe inversée, puisque je vais en parler un petit peu aujourd'hui, et sur l'utilisation de la vidéo, notamment dans des contextes de formation en ligne des enseignants, l'usage de la vidéo pour observer d'autres enseignants un peu plus expérimentés et utiliser ces vidéos-là pour en fait apprendre des autres en observant des enseignants expérimentés. Et puis avec la Bretagne, je suis sur un projet extrêmement intéressant. C'est comme ça que je connais en particulier Cécile et Lucas, avec qui je suis sur un projet de recherche de type recherche-action-développement. Design-Based Research, où nous travaillons ensemble à la conception d'activités de formation et comprendre un petit peu ce qui se passe lorsqu'on est dans des environnements tels que celui que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire des environnements de classes virtuelles et d'espaces de téléprésence et de salles immersives ou de salles de visioconférence. Donc, on travaille ensemble à ces questions-là. Donc, c'est intéressant parce qu'on est une équipe avec des conseillers pédagogiques de l'Université Bretagne-Loire, avec des conseillers pédagogiques de l'Université de Sherbrooke, des chercheurs de Bretagne-Loire, des chercheurs de Sherbrooke, et on travaille ensemble à différentes dimensions pour comprendre, tant du point de vue de la formation que de l'apprentissage, que de l'ergonomie, par exemple, des applications technologiques, ce que l'on peut penser et comprendre de ces environnements-là. Donc voilà une petite présentation brève et sommaire de qui je suis pour que vous voyez un petit peu d'où je proviens, que vous me connaissiez. Donc je vais vite parce que malheureusement on a perdu un petit 15 minutes, mais la question qui nous rassemble aujourd'hui, c'est tout flip or not to flip, hein, finalement, puisque c'est ça qui est à la base de notre rencontre aujourd'hui. Donc je m'étendrai pas sur les autres sujets que j'ai abordés jusque-là, mais je pense que vous souhaitez qu'on parle de classe inversée, hein, ou en anglais de flipped classroom. Donc c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors ce que je me propose de faire, si ça vous convient, c'est de commencer par en fait, je vais vous déstabiliser un petit peu d'entrée de jeu pour changer un peu la coutume des choses. Et je vais vous demander de vous placer. Ah oui, non, c'est quand même. Je voulais vous dire que
toute l'activité que j'ai prévue aujourd'hui s'appuie sur différents travaux auxquels j'ai eu la chance de contribuer, dont je vous donnerai la référence après. Cécile, Lucas, je vous enverrai le diaporama par après là, mais donc on a fait avec une collègue que vous voyez ici sur la photo, Isabelle Nizet, nous avons fait un gros projet de recherche où on regardait un petit peu un contexte de classe inversée dans lequel elle enseignait, elle, un cours d'évaluation des apprentissages pour des futurs enseignants du secondaire. Et donc, on a mis en place tout un protocole de recherche dans ce cadre-là. Donc, je m'appuie un petit peu sur ce travail, sur évidemment beaucoup de choses que je lis sur la question ou que j'entends dans différents congrès et sur d'autres travaux. Donc, sans être, je ne me considère absolument pas, je tiens à vous le dire tout de suite, comme un expert de la classe inversée, bien au contraire. Je suis peut-être un peu plus sceptique que vous ne vous y attendez probablement, mais en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que je m'appuie un petit peu là-dessus pour alimenter nos échanges et nos discussions qu'on aura aujourd'hui ensemble, en fait, simplement. Ça va? Vous me suivez toujours? C'est bon? Oui. Oui, ça va. Oui? Ok, parfait. N'hésitez pas à m'interrompre si vous voyez que je vais trop vite ou que je parle trop peu fort. Donc, ce que je souhaite faire pour commencer, c'est vous inviter, j'imagine que vous avez tous un ordinateur ou un téléphone portable ou une petite tablette avec vous, probablement un téléphone intelligent. Si vous pouviez vous associer en équipe de 2, ce serait fort apprécié. Juste parce qu'on va faire un petit exercice, ça va pas être trop long, mais si vous pouviez vous associer avec quelqu'un à côté de vous, à 2 sur un ordinateur ou sur une tablette. Est-ce que vous connaissez l'application Socrative? On l'a découvert pour certains ce matin. Ah, bon, ben, parfait. Alors, ça tombe très bien parce qu'on va la mettre en œuvre de façon très simple. Je vais l'utiliser pour vous inciter en fait, c'est comme une amorce pour susciter un peu les échanges et les discussions entre nous. Alors, je vais le partir de mon côté. Donc, quand vous allez vous connecter à l'adresse que je vous ai mise à l'écran, vous allez rentrer avec l'option étudiant. Si vous pouvez rentrer avec l'action étudiant. Et on va vous demander d'entrer dans une salle en particulier. Et la salle que je vous invite à écrire, c'est PEDTICE. P-E-D-T-I-C-E. Alors, inscrivez votre nom si vous voulez, évidemment. Est-ce que vous y êtes? Oui. Non. Oui et non. On a Oui et un non. téléphone, mais c'est pas un iPhone. C'est plus long que d'autres. On peut prendre 2 petites minutes. Je ne vous en voudrais pas parce que vous avez vu les difficultés techniques que j'ai eues moi-même, alors je suis indulgent. Donc, si vous pouvez juste aller, vous êtes 8 pour l'instant, vous êtes connectés. Je pense que vous êtes un peu plus nombreux que ça dans le groupe. Alors, je pense qu'il y a 8 personnes, 9. Oui, vous rentrez dans Student, effectivement, avec l'application du point de vue étudiant. Vous inscrivez votre nom si vous le voulez, ou un pseudo, c'est pas très grave, je n'irai pas regarder individuellement ce que vous faites, et vous entrez dans la salle qui s'appelle PEDTICE, P-E-D-T-I-C-E. Alors, la première question, en fait, juste pour savoir un petit peu comment vous représentez les choses, mais je voulais vous demander finalement, qu'inverse-t-on quand on parle de classe inversée? Selon vous, qu'inverse-t-on? Est-ce qu'on inverse les moments actifs et les moments passifs? Est-ce qu'on inverse la théorie et la mise en pratique? Est-ce qu'on inverse l'enseignant et l'apprenant? Est-ce qu'on inverse l'apprentissage en classe ou l'apprentissage à la maison? Ah, je vois que ça commence à rentrer. 3 personnes ont répondu sur 18. Alors, si je vous propose de vous mettre à 2, c'est pour ne pas hésiter à essayer de vous mettre d'accord avec votre partenaire, parce que vous devez probablement arriver à un certain consensus quand même, idéalement en tout cas. Alors, 9 sur 20, on en est à la moitié, 10 sur 20, on approche. On a 50% d'entre vous avaient répondu, et c'est intéressant parce que ça commence déjà à se répartir différemment. Selon une réponse, 11 sur 24. Ah, il y a 4 nouvelles personnes qui se sont jointes. Donc, il suffit simplement de cliquer sur la réponse qui vous semble juste. Et on va, après ça, cliquer sur envoyer, valider.
Moi, je vous suis en fait parce que j'ai l'application du point de vue enseignant de mon côté. Pour éviter de compliquer les choses, je ne vais pas partager mon écran deux fois, mais je peux vous dire que je vois les colonnes bouger, fluctuer en fonction de vos réponses. Allez, il me reste plus que 9 personnes à répondre. On y est presque. 19 sur 28. Ah, 20 sur 28. Il en manque plus que 8. Alors, c'est intéressant parce que il y a une répartition assez étonnante. En fait, je vous avoue que vous me surprenez comme groupe parce que je m'attendais pas à ce que vous disiez ça. Alors, 23 sur 28, 24 sur 28, j'attends encore 2 secondes pour les 4 derniers pour que y ait d'autres réponses qui s'ajoutent. Ah, il y en a 4 qui n'ont pas encore répondu, là. Mais, en tout cas, donc je vais m'arrêter là pour, en fait, vous donner la répartition des résultats parce que c'est quand même intéressant. Alors, 10% d'entre vous ont répondu qu'on inversait les moments actifs et les moments passifs. 9%, ça s'est réduit. 15% ont répondu qu'on était, attendez. Alors, je reprends parce qu'il y a des nouvelles réponses qui sont rentrées. Ça a changé mon pourcentage. Alors, j'ai 26 réponses sur 28. Donc, 12% ont dit on inverse actif et passif. 15 ont dit la théorie et la mise en pratique. 29% ont dit qu'on inversait l'enseignant et l'apprenant. Et 44%, vous avez dit qu'on inversait l'apprentissage en classe et l'apprentissage à la maison. Mais je suis curieux de savoir, dans les personnes qui ont répondu qu'on inversait l'enseignant et l'apprenant, quel était votre argumentaire pour dire ça? L'étudiant prépare, travaille et pose ses questions, donc fait son cours, et l'enseignant répond aux questions de l'étudiant. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on inverse? L'enseignant, l'étudiant, ouais, voilà, c'est l'étudiant qui fait le travail préalable. Donc Lily qui est actif, qui est acteur. Enfin, oui, qui est acteur. Enfin l'étudiant bosse. Enfin, l'étudiant bosse. Et l'enseignant fait plus rien, si je comprends bien dans cette logique-là, c'est ça? Bah si, C'est ça. On est beaucoup de cette classe inversée. D'accord. Et ceux qui ont répondu, on inverse la théorie et la mise en pratique. Pourquoi avez-vous répondu cet aspect-là? Ah, c'est pas nous. C'est à Lorient, ça. Ils veulent plus dire. Ils veulent plus répondre, hein? Vous vous cachez? Alors, Ils ont peut-être pas de micro. Florian, à Lorient, Ouais. en fait, leur amphi n'a pas, les micros sont pas branchés, donc les personnes peuvent répondre en allant la chair, mais c'est pas très pratique, quoi. Donc c'est normal que Lorient n'ait pas forcément de... Donc, Les quand conseils il fait médias. des mauvaises réponses, on va dire que c'est Ils sont l'Orient. pas c'est ça, complètement en fait, éteints. c'est ça. C'est pas mal quand même. Ils ne veulent pas Donc, il y a juste à Lorient qu'on a répondu qu'on inversait la théorie et la mise en pratique, alors. c'est ça? Ah, ils sont pas bien. D'accord, bah, de toute façon, je tiens à vous dire que il n'y a pas de bonne réponse dans l'immédiat parce que c'est un petit peu tout ça qu'on inverse à des degrés différents et qu'on va considérer. Donc, on va y revenir un petit peu après, mais c'est intéressant. Et quand même, une grande majorité avait dit qu'on inversait l'apprentissage en classe et l'apprentissage à la maison. Je suis curieux de savoir, dans ceux qui ont répondu ça, qu'est-ce qui s'inverse finalement si on inverse l'apprentissage en classe et l'apprentissage à la maison? Qu'est-ce qui change? Ça doit être Lorient, là, encore. En termes de temps passé, Ah non, mais il y a En termes de 44%, alors ils sont pas 44% à Lorient, ça se peut pas. Apprentissage des notions fondamentales à la maison et application en cours. D'accord, donc ça rejoint la réponse B d'une certaine manière un petit peu, c'est ça? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres perceptions dans vos représentations par rapport à cet aspect-là? en termes de temps passé aussi à la maison à travailler et puis en situation d'amphi en classe. Donc par rapport peut-être un peu plus à la posture de l'étudiant dans ce contexte-là, en fait, quel type de stratégie d'apprentissage il met en œuvre selon le contexte, en fait, c'est ça? Oui. Ok, super. Alors, je passe à la question suivante.
Alors, pourquoi inverse-t-on? Favoriser une meilleure médiation pédagogique pour être plus en phase avec la culture numérique des étudiants. Aussi, hein, enfin, en France, On est d'accord? Alors, j'entends plus personne. Je pense qu'il y avait une des salles où vous aviez laissé le micro. C'est sympathique parce que je vous entendais tous. Oui, non, c'est très bien, mais je trouvais ça marrant parce que je vous entendais tous dialoguer, argumenter. Vous était peut-être plus approprié que d'autres. Donc la moitié avait répondu pour l'instant. ouais, j'ai entendu Mathieu. Plusieurs questions. Ah ouais? Se faire de l'argent, en fait, ça dépend. Se faire moins évident chez nous. Ça fait plusieurs choses. Il y a plusieurs modes. Non, c'est plusieurs. L'ordre du village. Oui, il y en a trois, mais on Ah ouais. Allez, il reste plus que 6 personnes à répondre. Ouais, apparemment. On fera la fois d'après. Alors, Alors, 125 pour ça. si je regarde un petit peu les réponses que vous avez proposées, il y a une réponse qui n'a absolument pas été cochée. Et quelque part, ça me rassure un petit peu. Ça me fait plaisir. C'est dit que ça aurait été bien, mais Ouais. C'est vrai qu'on aurait aimé pouvoir cocher la B, mais malheureusement, faut se le dire tout de suite, c'est pas ce qui va arriver. Oui, hein, c'est ça, c'est la première qu'on aurait souhaité choisir, mais je suis rassuré que personne ne l'ait prise parce que ça aurait été, à mon sens, une très mauvaise raison de choisir la classe inversée, en fait. Mais donc 18% avaient répondu pour dynamiser la classe, 40% pour atteindre et motiver plus d'étudiants, 26% pour favoriser une meilleure médiation pédagogique et 15% pour être plus en phase avec la culture numérique des étudiants. Je suis juste curieux, ceux qui ont choisi pour dynamiser la classe, en fait. Si vous choisissez ça, c'est que vous estimez que vos classes ne sont pas très dynamiques, c'est ça? Oui. Il y a beaucoup de facilité dans le public. Et, Dans le public ouais, le public étudiant, en fait, est En France. en faut France, préciser. oui, en France, Ici. est assez passif. Et je pense qu'effectivement, le rendre acteur, ça le... ouais, voilà, le rendre acteur, faire de l'interactivité, c'est quand même plus riche pour tout le monde. Et ça peut être, je pense, un moyen de dynamiser un petit peu le groupe. Parce qu'il n'y a pas été Excellent. Et pourquoi vous pensez que les étudiants ne sont pas actifs en France? Je pense que c'est culturel et que ça date c'est tout un système éducatif en fait qui fait que on est très, enfin on nous incite à être assez passif en fait, c'est-à-dire que l'enseignant enseigne et puis l'élève écoute et prend des notes et on est enfin, dans notre formation, enfin en tout cas moi je le perçois comme ça, on est très peu sollicité, enfin les élèves sont peu sollicités par les enseignants. Au contraire même ça peut presque être considéré quelquefois comme un facteur perturbant dans le cours que les élèves interviennent. Ouais. Ce qui est D'accord, très dommage. intéressant. Mais je peux vous dire que c'est pas si différent ici au Québec. Hein. Ne pensez pas qu'on est dans un monde très différent du vôtre. On a aussi beaucoup d'étudiants qui sont pas tout à fait actifs, qui sont un peu moins engagés, et on se trouve dans une situation où encore beaucoup d'enseignants sont dans le modèle que vous décriviez, c'est-à-dire dans celui de j'enseigne, vous écoutez et vous recevez ce que je vous donne en fait. Et donc ce qu'on a qualifié, je vais revenir un peu plus tard, du paradigme de l'enseignement, c'est-à-dire qu'on est dans un paradigme où c'est l'enseignant qui sait et les élèves et les étudiants qui reçoivent en fait. Hein. Donc il y a encore beaucoup ça ici aussi au Québec. Pour ceux qui ont choisi la réponse D, favoriser une meilleure médiation pédagogique. Qu'est-ce que ça signifie pour vous?
Alors, Lorient, si on vous entend pas, est-ce qu'on pourrait au moins voir la salle? Parce que je vois juste, je me vois moi-même. Meilleure médiation parce que normalement il y a plus d'échanges. On imagine que si l'étudiant a pu digérer certains concepts, et il attend de nous certains éclairages ou il attend une certaine expertise, enfin d'aller. Donc il y a en ce sens plus de médiation. D'accord. On lui donne déjà un contenu et à partir de là, effectivement, l'objectif c'est qu'il développe lui-même sa propre réflexion et derrière on va comparer, on va échanger sur des perceptions, des réflexions ou éventuellement on va affiner les réponses, mais du coup, voilà, on va essayer de trouver à un moment donné de se mettre d'accord sur le sens de ce qu'on lui a donné, mais en partant de lui. Parfait. Ah, merci Lorient. On vous voit un peu mieux. C'est mieux ça. Même si on voit miniature, je vous vois un peu. C'est sûrement Pontivy. Ouais. Oui, ça c'est Pontivy. On vient d'arriver. Voilà. D'accord. Parfait. Pontivy en rouge et Lorient avec les sièges belges. Mais super, en fait, bon, au moins il y avait une mauvaise réponse là-dedans, et c'est très bien, personne ne l'a choisi. Les autres sont tout aussi des éléments qui peuvent expliquer pourquoi on voudrait inverser la classe, et en fait, il n'y a pas nécessairement de meilleures réponses que d'autres. Vous évoquez des éléments qui sont très intéressants, et on comprend, en fait, et c'est surtout pour ça que je voulais faire cet exercice, c'est que finalement les points d'entrée et les raisons pour lesquelles on souhaite faire une classe inversée ne sont pas nécessairement les mêmes pour tous les acteurs. Et ça, il faut vraiment garder en tête, d'être bien à l'écoute de vos propres en fait motivations et points de départ. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous souhaitez faire de la classe inversée ou inverser votre classe? On y reviendra de toute façon dans une question suivante. Maintenant, alors un vrai ou faux? La classe inversée est très populaire parce que ça marche vraiment. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Sinon on part. Hein. Oui. On reste pas. Ça reste à prouver. Je vous laisse répondre pour l'instant. C'est le milieu. Oui, parce que je suis pas d'accord. Moi non. Ça marche pas. Oh là 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 là. Il y a une bataille entre le vrai et le faux. Ça bouge, ça bouge. Ça marche. Bon, alors, pas bien. C'est sûr que c'est vrai, mais moi, Un, c'est pas populaire. Deux, ça marche pas dans tous les cas. Vous ne pensez pas que c'est très populaire? Je vais vous avouer que moi, ça me semble un petit peu étrange. Quand j'ai écrit à Cécile pour lui dire finalement combien il y aura de participants, je m'attendais à ce que vous soyez 10. Il me dit, ils seront à peu près 55 inscrits parce que c'est vraiment populaire la classe inversée. Alors, je pense que c'est populaire. Alors, en tout cas, dans l'intérêt donc, alors, tout le monde a répondu ou presque. Il y a eu à un moment donné où vous étiez 50-50. Et il y a eu un petit rééquilibre qui s'est fait, et maintenant vous êtes 74% à dire que c'est faux, que ça ne marche pas vraiment en fait. Ou alors, soit que ça marche pas vraiment, ou que c'est pas populaire à cause de ça. Alors, ou que ça marche pas non. C'était vrai. Mais ceux qui ont dit que c'était vrai, vous étiez 26%, c'est intéressant. Mais je vais revenir à ceux qui ont répondu faux. Alors, vous avez répondu faux parce que vous pensez que ce n'est pas très populaire, ou parce que vous pensez que c'est populaire, mais pour d'autres raisons que le fait que ça marche vraiment? C'est populaire, ça marche vraiment, mais effectivement, avec le collègue à côté de moi, on disait que ça dépend aussi des étudiants qu'on va en face de soi, puis ça dépend ce qu'on regarde. Ça fonctionne vraiment sur la dynamique apportée sur le cours, mais sur les résultats, peut-être pas. Intéressant. Et sur quoi vous appuyez pour dire ça? En fait, qu'est-ce qui vous fait dire que ça marche? Moi, j'ai commencé à mettre en œuvre, et puis j'ai surtout été regarder d'autres expériences qui avaient eu lieu ailleurs, et c'est un peu là-dessus que je réponds, que mon expérience propre pour l'instant. C'est très bien, ok, parfait. D'autres personnes ont répondu faux pour d'autres raisons, peut-être? Moi, je pense qu'on n'a pas assez de recul, on n'a pas beaucoup pratiqué cet exercice aussi.
Donc, plus par rapport à la dimension populaire, on n'a pas assez de recul, pas assez de pratique. Ouais. Vous allez voir, je fais exprès de vous poser des questions un peu tendancieuses. C'est mon but. Hein. Le but, c'est de susciter un peu du questionnement, des doutes, des remises en question dans vos propos. Je vais revenir sur cette dimension-là un petit peu plus loin, mais effectivement, on peut dire que c'est quand même très populaire, la classe inversée. Mais là où j'émets, en ce qui me concerne, beaucoup de doutes, c'est sur le fait que ça marche vraiment. Et surtout sur pourquoi ça marcherait vraiment. Et quelles sont les conditions dans lesquelles ça marche vraiment. C'est un peu ça que je vais susciter chez vous. Mais ne vous inquiétez pas, ne partez pas. Hein. Ne partez pas, parce que j'ai quand même des choses à vous dire malgré tout. Alors, une autre question. Je vais m'arrêter là pour le moment. En 4 mots, en fait, et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, essayez de donner 4 mots qui expliqueraient pourquoi vous-même, hein, pas par rapport à ce que vous avez entendu, vous, quelle serait la raison pour laquelle vous voudriez inverser votre classe? Alors, clairement, c'est un acteur. Pour vous, consommateurs. Ah oui, comment ça c'est pas carré. D'accord. C'est ok. Efficacité en termes de apprentissage peut-être. C'est large. Il y a le président de la République qui parle. Il y a quelqu'un qui s'est nommé François Hollande dans son pseudo. Le président est avec nous. Il est dans la salle. Il est dans la salle. Excusez-moi. Il a inversé les lettres. Il a vu la tête à l'envers. Varié. C'est Julie Gaillet. Un peu changé. Non, je la vois pas pour l'instant, celle-ci. Mais je vois Mickey Mouse par contre. C'est moi. Alors, je vois plein de termes intéressants. Je vais pas tous les lire. Il y a beaucoup de choses qui ressortent. Je vais laisser encore, il y a 2-3 personnes qui n'ont pas répondu, mais gardez ces termes-là, pour vous. Mais je vais en lire 2-3 parce que je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Alors, encore 2 petites minutes pour pas s'étendre plus que ça. Alors, Travail. vous voyez, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que d'emblée, j'imagine que vous vous attendiez à ce que je vous fasse un exposé. Et ce que je trouve intéressant, c'est que là, vous êtes déjà très actif vous-même en situation de conflit socio-cognitif. Vous devez, en fait, confronter avec vos calmes, votre perception, votre représentation. Ça fait avoir, en fait. Je ne vous insulte pas. Au contraire. Je vous entends. Je disais que vous êtes en situation de conflit socio-cognitif. C'est pas un concept qui vous est familier, hein? Non, pas du tout. En fait, voilà, je fais un petit aparté, c'est pour laisser le temps aux gens qui n'avaient pas répondu de répondre. Non, oui, c'était bien ce que tu dis. Ah, c'est juste, excusez-moi, il y a beaucoup de bruit, je m'arrête un peu parce que je vous entends en même temps parler, mais j'adore ça, mais ça me perturbe un peu, excusez-moi. Je peux couper un peu, hein, si Non, besoin, c'est correct. Non, j'aime ça au contraire, j'aime bien savoir ce qui se passe, mais je vous dis juste que vous le sachiez, parce que même si vous chuchotez, je vous entends très très fort dans mes petites oreilles. Mais C'est pas un peu. ouais, vous êtes tous captés, effectivement. Mais donc, le conflit socio-cognitif, ce qu'on appelle le conflit socio-cognitif, c'est un
un des concepts importants dans un apprentissage social, c'est celui d'être en confrontation avec une autre personne, mais pas nécessairement négativement. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a une représentation d'une notion, d'une idée, d'accord? Il a sa façon à elle ou à lui de comprendre cette notion-là. Et lorsqu'on doit expliquer à quelqu'un d'autre comment on comprend cette notion-là, eh bien on va la mettre dans nos mots, on va la mettre en forme, on va lui donner en fait certains attributs, certains qualificatifs, parce que l'on pense que l'autre va le comprendre de la manière avec laquelle on l'explique. Donc il y a déjà un décalage entre ce que l'on comprend et comment on l'explique. De l'autre côté, la personne, elle a une compréhension de cette même notion qui n'est pas la même. Et elle reçoit ce que vous lui expliquez et elle l'interprète par rapport à sa première notion à elle, et donc elle est en conflit d'une certaine manière parce que sa représentation n'est pas tout à fait en phase avec la représentation que vous lui exprimez. Et là, ça devient intéressant parce que le conflit socio-cognitif, c'est-à-dire que plusieurs personnes ensemble doivent arrimer leur représentation pour essayer de faire une unité de sens qui soit compréhensible et compréhensible par tous les acteurs qui sont impliqués dans cette discussion-là. Donc, le conflit socio-cognitif est un élément extrêmement important pour être une source d'apprentissage. Et tout à l'heure, vous disiez, on veut que les étudiants soient actifs. Ben, une des premières choses qu'on peut faire pour les rendre actifs, c'est de les mettre en situation où ils sont obligés d'exprimer leur compréhension d'une notion, de la verbaliser, de l'argumenter, de la défendre pour l'ajuster en fonction de la compréhension de la personne à laquelle ils l'expliquent. Et vice-versa. Donc ça, c'était un élément extrêmement intéressant, parce que rien que la petite discussion très animée que vous avez eue tous ensemble, déjà me dit, il s'est passé des choses là, vous avez confronté, vous avez réalisé que peut-être vos collègues n'avaient pas tout à fait la même compréhension que vous de ce que ça voulait dire. Alors je le vois tout de suite dans les réponses que vous mettez là, parce que certains vont me dire, motivation, efficacité, animer, retourner, améliorer, partager le terrain, partager les interrogations, varier, dynamiser, changer le rythme, rompre avec le passé, diversité du système d'enseignement. Donc vous voyez que tous ces termes-là, alors même s'il y en a plusieurs qui se recoupent, on voit que chacun a une représentation, une compréhension différente de tout ça et un point de départ qui est différent aussi dans sa motivation, dans sa raison de choisir, de vouloir faire une classe inversée. Donc, moi, je trouve ça super intéressant. Si vous voulez, je vous partagerai ces résultats-là. Je pourrais les envoyer à Cécile par après, qui pourra vous les partager si vous voulez. Je trouve intéressant de voir comment chacun, finalement, rien que là, déjà, on part pas du même point de départ. Et c'est un a priori extrêmement important, surtout si on fait un exposé. Parce que une des erreurs quand on fait un exposé, c'est de se dire que tout le monde part avec la même compréhension de ce que l'on dit et part avec le même point de départ. Et ça, c'est une erreur. Donc, on a regardé ces quelques questions-là, on a discuté ensemble. Je voudrais vous amener, en fait, à une des questions que je vous posais, c'est est-ce que ça marche? Il faut faire attention parce que, pour moi, il y a une notion de supercherie qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. C'est ce que Brigitte Albero, en fait, qualifiait de supercherie. C'est l'idée que c'est pas parce qu'on installe des nouvelles technologies, qu'on installe des nouvelles fonctions, qu'on installe de nouvelles fonctionnalités que la pédagogie va s'améliorer, que l'enseignant va être plus compétent et que surtout on va être de plus en plus bon. Donc il faut prendre les choses avec une certaine parcimonie, que ce soit avec les technologies ou que ce soit avec les nouveaux dispositifs de formation tels que la classe inversée par exemple. D'accord? Donc, je voulais vous mettre en garde par rapport à ça, c'est-à-dire de faire attention, de ne pas plonger tête première dans quelque chose parce qu'on a a priori l'impression, vu que c'est populaire, vu qu'il y a une injonction de l'établissement, ou que c'est devenu extrêmement répandu et que tout le monde fait ça, que nécessairement c'est intéressant et que nécessairement on a les compétences pour le faire. Donc déjà le fait que vous soyez inscrit à cet atelier aujourd'hui me semble très positif, mais je voulais qu'on parte un petit peu avec une certaine retenue par rapport à tout ce qu'on peut comprendre et imaginer de la classe inversée. Donc il faut prendre un petit pas de recul puis se dire que tout n'est pas si simple que ça. Donc je voulais vous proposer un petit bref historique. Je vais prendre 2 petites secondes pour ça, parce que la classe inversée, quand même, ça ne date pas d'hier. Ça a commencé dès les années 90, où un professeur à Harvard se rendait compte finalement que les cours magistraux étaient peut-être pas si utiles que ça et si pertinents que ça. Et il a commencé de se poser la question de comment on peut faire pour rendre les cours en grands groupes, en salle de classe et dans les amphis en particulier, plus interactifs.
Donc, lui, ce qu'il voulait, c'est faire sortir de la classe tout ce qui était exposés magistraux pour que sa classe devienne un lieu d'interaction et de discussion. Donc, vous voyez que... Oh, excusez-moi, je reviens. Excusez-moi, voilà, je vais arrêter ma souris. Donc, c'est déjà ancré quelque part dans les travaux, les réflexions de plusieurs chercheurs, mais c'est en 2007 en particulier, et vous avez probablement entendu parler de Bergman et Sam, qui sont vraiment les premiers à avoir popularisé cette notion de flipped classroom en anglais, donc de classe inversée, qui à ce moment-là ne se nommait pas flipped classroom, mais ils avaient trouvé un autre terme là qui m'échappe dans l'instant, mais qui c'était une classe renversée, c'était une classe à l'envers. Ils avaient essayé tout un tas de nomenclatures jusqu'à ce que flipped classroom devienne le terme intégré par tout le monde et que en français on est traduit par classe inversée. D'ailleurs, je me permets un mini aparté déjà. Vous allez voir que je fais très attention de parler de classe inversée et non pas de pédagogie inversée. Pour moi, c'est une nuance extrêmement importante parce que pour moi, ce n'est pas une pédagogie, d'accord? C'est une stratégie éventuellement, c'est peut-être une méthode ou une approche. Là encore, il n'y a pas de consensus scientifique sur cette nomenclature-là, mais ce n'est, en mon sens, certainement pas une pédagogie. C'est un ensemble de stratégies qui vont nous permettre de puiser dans des pédagogies, et notamment les pédagogies actives, mais en soi, je ne le catégorise pas comme une pédagogie, mais plus comme une stratégie, disons. Donc, je fais bien attention de parler de classe inversée. Et donc, Bergman et Sam, eux, avaient à cette époque-là réalisé qu'ils avaient des étudiants, c'était des élèves du secondaire, hein, donc équivalent lycée en France, qui étaient absents, qui ne venaient plus aux classes, qui n'étaient pas très engagés. Et ils devaient trouver un moyen de permettre à ces étudiants-là d'accéder à la connaissance que eux partageaient en classe. Puis ils se sont dit, il faut qu'on leur donne accès à ça, et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé d'utiliser la vidéo en particulier et de plonger dans l'utilisation des technologies pour que les étudiants qui n'étaient pas en classe puissent quand même accéder à ces notions qu'ils présentaient, eux, à leurs élèves qui, eux, étaient en classe. Alors, ça s'est beaucoup démocratisé. Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Donc, ça s'est démocratisé après ça avec... l'arrivée de la Khan Academy. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous avez entendu parler. La Khan Academy est devenue une espèce de YouTube de l'éducation aux États-Unis dans les années 2010, où il y avait énormément de vidéos d'explications de contenu, et c'était plutôt en sciences, en chimie, en physique, en mathématiques. Et c'était devenu c'était très 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 populaire aux États-Unis. Et c'est donc un autre élément qui a fait en sorte que la classe inversée est devenue aussi dans le langage populaire très apprécié par tout le monde, parce que vous connaissez les Américains, ils ont cette capacité à faire du sensationnel à partir d'éléments qui peuvent être très intéressants, mais ils ont les moyens et les capacités de rendre ça extraordinaire assez facilement. Et donc grâce à de nombreux TED Talks, grâce à de nombreux événements médiatiques très populaires, très forts, ils ont réussi à rendre cette académie-là qui est très présente dans les esprits de tout le monde. Et donc aux États-Unis, tous les enseignants connaissent la Khan Academy. Alors, donc, et maintenant, on peut dire qu'il y a une vague populaire qui se répand un peu partout dans la francophonie. Donc, ça a été très présent aux États-Unis, et maintenant, en francophonie, ça commence à être très présent. Il y a de plus en plus de travaux, d'expérimentation, beaucoup de recherches aussi qui commencent à se mettre en place. Mais comme toute recherche, ça prend du temps puisqu'on est en sciences humaines, donc il y a encore peu de travaux très détaillés à ce sujet-là. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je me suis simplement inspiré d'une veille qui avait été faite par notre service de soutien à la formation ici, donc nos conseils pédagogiques à l'Université de Sherbrooke, qui ont fait une belle recension d'ouvrages intéressants sur lesquels vous pouvez vous appuyer si ça vous intéresse. Donc, encore une fois, je vous donnerai le lien vers ce diaporama pour que vous puissiez consulter cette ressource-là. Alors, si on pose la question apprendre ou qui apprend finalement? Selon vous, comment apprend-on? Alors là, je vais vous demander de revenir à Socrative, si vous le voulez bien. Encore une petite question pour vous, la dernière, c'est promis. Alors, selon vous, on apprend mieux en lisant, en écoutant, en faisant, en réfléchissant ou en observant? Les cinq. Ah, faut vous en choisir une.
Une seule. Ça dépend. Ça dépend Ça dépend. Plein de choses. Et puis, on est visuel, on est auditif, on est ouais, c'est ça. Et voilà, ils vont apprendre en allant Ça casse. Je vais choisir en faisant. Une seule, là. Réfléchissez pas, là, c'est une seule réponse. une seule. Une seule. Ouais. Ça me va. J'essaie de refléter au mieux mon truc. Je vais mettre Moi, je me laisse ça. Et avant de faire ça, je vais chercher. Oui. Ouais. Oui. Ce matin, on fait matin. Ah, c'est intéressant. Je vais te répondu. On a gagné. Est-ce que c'est bon? On arrête là? Oui. Ah, allez, on arrête. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a deux réponses qui n'ont quasiment pas été sélectionnées et je ferai le pari que c'est quasiment la majorité des activités que vous proposez à vos étudiants. Je fais exprès de vous provoquer un petit peu, évidemment, mais... décidé de nous fâcher, non? Ben non, je vous taquine, je ne vous fâche pas. Je sais très bien qu'on fait tous ce qu'on peut et je suis dans le même lot, hein. Je suis dans le même lot. Vous pensez pas que parce que je vous dis tout ça que je fais beaucoup mieux que vous, c'est pas du tout ça. Mais quand même, seulement 5% ont répondu en lisant ou en écoutant. Comment vous agissez dans vos cours? Que font vos étudiants dans vos cours? Ils font. Ils écrivent. Ils font oui. Bah, ils écoutent quand même d'abord. En sciences, ils font en pratique. D'accord. Ils réfléchissent pas? Non, je crois pas. On aimerait, mais Ça dépend de l'heure. Ça dépend des publics, mais les élèves réfléchissent pas, moi je peux vous garantir. Donc on peut se demander pourquoi ne réfléchissent-ils pas alors s'ils font, ils font sans réfléchir. C'est sur Facebook. C'est sur Facebook. Oui. Ils sont sur Facebook pendant le cours, donc. Et donc vous estimez que l'écoute d'un prof n'est pas pertinente alors? Si, mais oui, mais On n'est pas suffisant. Pas suffisant. ça suffit pas. pas suffisant. Qu'est-ce que c'est l'écoute lacunaire? Parce que c'est lacunaire? Passive. Non, c'est pas. Lacunaire. Non, mais tout était accroché, en fait. Il faut écouter, lire. Ensuite, il faut faire les exercices. Voilà. Ouais. C'est un ensemble. J'ai fait exprès de vous mettre. J'ai fait exprès de vous imposer d'en choisir qu'une, évidemment. Hein. Vous avez bien compris le jeu dans lequel je vous engage, mais c'est quand même intéressant que la grande majorité d'entre vous, 50%, avaient répondu que c'est en faisant que l'on apprend. Donc moi, j'ai une certaine conception de la réflexion. Pour moi, une réflexion, c'est une action. Donc quand on réfléchit, on fait un peu aussi, puisqu'on fait en fait un tri dans nos connaissances mentales. Et quand on écoute, on fait quelque chose aussi. C'est une écoute active. Hein. Donc quelque part, vous avez tous dans l'idée que les étudiants doivent être actifs. J'ai entendu à plusieurs reprises dans vos échanges, on ne veut pas qu'ils soient passifs, on veut changer cette passivité-là. Donc il y a cette notion d'activité qui ressort dans vos propos que je trouve intéressante. Alors, justement, je vais vous présenter quelques fondements, mais très très simples, très rudimentaires, qui pour moi sont vraiment à garder en tête lorsqu'on pense classe inversée. Notamment, tout à l'heure, on évoquait la notion de paradigme de l'enseignement. Moi, je pense qu'on essaye avec la classe inversée. En tout cas, ce que ça nous amène à penser, c'est qu'on va dans le paradigme de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on ne considère plus que l'enseignant est l'acteur principal, mais que l'apprenant, l'étudiant est l'acteur principal. C'est-à-dire que c'est lui qui fait le travail, hein, puisque c'est lui qui est au centre, et c'est donc lui qui doit, pour pouvoir apprendre, faire quelque chose. Et non plus l'enseignant. Donc l'enseignant n'a plus tout à fait le même rôle dans ce paradigme-là. Alors, si on pense la structure des connaissances d'un apprenant, donc
moi, je me situe dans un paradigme plutôt constructiviste, voire socio-constructiviste, où on estime qu'un étudiant part d'une situation particulière, on le place dans une situation où il va activer sa structure de connaissances qu'il a en mémoire. D'accord? Donc, attendez, excusez-moi, je me suis perdu. Donc, la structure de connaissances qu'il a en mémoire ici, qui est préalable et qui est activée par une situation. Hein, un peu ce que je vous ai proposé de faire avec toutes ces questions que je vous pose. On active. On se met dans une situation, on s'active. Et là, on propose donc que la structure de connaissances soit donc bien activée et on le met dans une situation d'apprentissage. Qu'est-ce que ça fait, cette situation d'apprentissage-là? Ça veut dire que ça va l'amener à transformer sa représentation, ses connaissances, parce qu'il va être confronté à quelque chose qui va nécessairement l'amener à déconstruire ce qu'il avait en mémoire pour reconstruire autrement, pour y intégrer de nouvelles notions, pourquoi pas, en fait, tout simplement défaire ce qu'il avait comme notion, comme conception préalable, pour pouvoir, après ça, agir dans une autre situation dans laquelle il va réactiver ces nouvelles connaissances-là et reproduire de nouvelles connaissances parce qu'on va lui proposer une autre situation dans laquelle ces connaissances-là vont être confrontées à une nouvelle problématique, une nouvelle situation. D'accord? Donc, si on se place dans ce contexte-là, on comprend que l'apprenant est donc au cœur de cette démarche d'apprentissage et que seul lui peut faire ce travail de réactivation et de modification de sa structure en mémoire. Ce que ça veut dire pour l'enseignant, c'est qu'on doit trouver des moyens pour faire en sorte de créer des situations dans lesquelles ces connaissances-là vont être activées et donc aussi des situations dans lesquelles ces connaissances-là vont être modifiées, transformées, confrontées. Donc créer ces fameux conflits cognitifs ou socio-cognitifs. Alors, je reste avec le principe que l'étudiant est le principal acteur de son apprentissage et de sa formation. Vous êtes un acteur, nous sommes des acteurs importants, mais nous ne sommes pas l'étudiant. Donc, on a beau se dire l'étudiant doit faire ça, s'il ne le fait pas, c'est lui qui en est le responsable et qui en est le bénéficiaire ou le non bénéficiaire. Donc, ça change notre rapport à l'activité, donc ça doit nous faire dire comment on peut faire pour aller solliciter ces processus cognitifs qui sont chez l'étudiant et qui vont faire en sorte que l'étudiant va aller stimuler ses connaissances antérieures, les modifier, les confronter. Et donc, les connaissances antérieures sont les processus cognitifs qui sont mis en exercice par l'étudiant sont influencés par divers éléments. L'environnement dans lequel il se situe, le contexte social dans lequel l'apprenant se trouve, sa pratique de référence dans le cas où on a affaire à un enseignant ou à un étudiant qui a déjà une expérience professionnelle, par exemple, ou qui est en stage ou qui revient de stage dans ce cas-là. Alors, son expérience antérieure va être sollicitée dans ce contexte-là. Les observations qu'il ou elle peut faire dans la situation dans laquelle on se trouve. Alors nous, on pourrait bien dire à l'étudiant, regardez ceci, mais lui, peut-être qu'il observe quelque chose qui est complémentaire à ce que vous voyez. Exemple tout bête, je me dis aujourd'hui, là je suis en train de leur présenter ce beau schéma de Bourgeois-Nisset, je me dis ils sont en train de le regarder. Peut-être que vous êtes en train, pour certains d'entre vous, de regarder ma gestuelle, le ton de ma voix, la manière avec laquelle j'anime le PowerPoint, la manière avec laquelle je me comporte. Peut-être que c'est mon accent qui vous déstabilise. Donc ce que vous observez n'est pas nécessairement ce que je choisis ou ce que je pense que vous allez observer. Donc il faut bien garder ça en tête aussi. Les modèles qu'on leur propose, évidemment, les étudiants vont manipuler ces modèles-là, mais ils vont les manipuler à leur manière en fonction de d'autres compréhensions, d'où la nécessité de créer ces conflits socio-cognitifs, donc pour amener l'étudiant à bien expliciter sa compréhension des modèles et à la partager avec les autres. La médiation offerte par le formateur ou les pairs, des pairs plus expérimentés ou des pairs tout simplement avec le même degré d'expérimentation. Donc la médiation, il y a quelqu'un tout à l'heure qui donnait une définition, je trouvais assez intéressante, c'est ce rôle que l'on peut jouer entre la connaissance, le savoir et la compréhension qu'une personne peut en faire, donc sa capacité à apprendre, à comprendre cette notion-là, ce savoir-là. Donc la médiation qu'une personne va recevoir entre le savoir et son apprentissage va être très importante aussi. Et chose que l'on oublie souvent, c'est les conceptions et les attentes qu'une personne peut formuler. Donc, tout étudiant a une conception, une préconception, qui fait partie de sa structure de connaissances antérieure, certes, mais ils arrivent tous avec cette posture-là. Ils ont des connaissances, ils ont une représentation de ce que c'est. Je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous êtes professeurs ou enseignants en dentisterie, par exemple. Eh bien, un étudiant qui arrive a une représentation, une conception de ce qu'est un bon dentiste.
Un bon dentiste doit faire ci, doit faire ça, doit avoir telle connaissance, doit agir de telle manière. Donc cette conception-là va nécessairement colorer aussi les processus cognitifs qu'il va mettre en œuvre lorsqu'il va se trouver dans une situation où il va activer ses connaissances et où il va manipuler ces connaissances-là. Donc, je voulais simplement, c'est la seule diapo que j'ai qui est d'ordre théorique, vraiment, mais il me semblait important de vous placer ces éléments-là parce que je pense, avec tout ce que vous avez dit qui me semble tout à fait juste, hein, on veut que les étudiants soient plus actifs, on veut qu'ils soient plus engagés, on veut qu'ils soient dans le processus, qu'ils réfléchissent, qu'ils agissent, qu'ils comprennent. Eh bien, pour pouvoir faire tout ça, il faut que nous, en tant qu'enseignants, on ait conscience qu'on agit sur des processus cognitifs, mais qui sont à l'intérieur de l'étudiant et dont on n'a pas vraiment le contrôle. Maintenant, ce que l'on peut faire, c'est trouver des moyens pour solliciter, stimuler ces processus-là. Ça va? Oui. Donc, oui, petite question? Non? Alors, maintenant, parfait, merci. Si je continue, donc, qu'est-ce que la classe inversée dans tout ça? Pour moi, la classe inversée, ce n'est ni plus ni moins qu'une formation hybride. Donc, à la base, la définition simple que l'on y donnait, c'était une approche pédagogique consistant à inverser et à adapter les activités d'apprentissage traditionnellement proposées aux étudiants en utilisant une alternance avec la formation à distance et la formation en classe pour prendre avantage des forces de chacune. Donc, dans ce modèle, et là je reprends un peu une synthèse qu'ont fait les conseillers pédagogiques chez nous, dans ce modèle, les contenus de cours sont livrés au moyen de ressources consultables en ligne, le plus souvent des capsules vidéo, et le temps de classe est exclusivement consacré à des projets d'équipe, à des échanges avec l'enseignant, entre les pairs, à faire des exercices pratiques ou d'autres activités de type collaboratif. Maintenant, regardez bien ces définitions, puis dites-moi, selon vous, quel est le plus gros piège dans cette définition? Alors, je vais la remettre à l'écran. Mais il y a un piège, à mon sens, dans cette définition. Si vous la regardez, quel serait le piège? En voyez-vous un d'abord? Comment on s'assure qu'ils vont faire? Pardon? Comment on s'assure que... Qui font le travail, ouais. Et puis qui comprennent ce qu'ils font. Ouais, c'est une très bonne question. On va aborder cette dimension-là par après. Ressources consultables en ligne, c'est tout, enfin c'est trop vague. Ouais. Oui, après les étudiants ont accès à beaucoup de choses en fait, hein, en ligne aussi. Et puis donc, c'est vrai qu'effectivement on pourrait préciser plus chacun dans nos contextes de quelle manière ils y accèdent à ces ressources-là. Et ça mais je pense pas que ce soit un piège en soi, ça. Moi, j'en vois un plus grave que ça, en lien avec ce que je vous ai dit juste avant, en fait. De penser que tout le travail est fait dans la partie à distance. Ou qu'il n'y ait pas d'accompagnement pendant cette période-là. Enfin, je veux dire que tout le monde est égal devant l'appropriation en fait de ces ressources. Oui. Ça serait gênant. Ouais, ça ressemble quand même au travail, enfin aux études qu'on fait à distance chez nous, où il y a effectivement du travail à la maison, à travers des cours qu'on reçoit et autres, et puis des temps de regroupement. Je suis pas convaincu que ça soit d'une efficacité absolue, ça. Bah oui, effectivement, on peut se poser la question, tout à fait. Et en fait, moi, ce qui me semble assez paradoxal dans un contexte où on se dit on veut rendre les étudiants actifs, puis finalement, regardez le terme qui est choisi ici, on dit les contenus de cours sont livrés. Moi, je trouve ça assez déstabilisant parce que ça veut donc dire qu'à partir du moment où on leur donne le bloc de contenu, voilà, c'est livré. Ouf, ils l'ont, ils font avec. Et là, il y a un danger. Et donc, il y a le danger de penser que parce qu'il est livré, il va être reçu, il va être ingéré, il va être intégré, et que donc il faut effectivement faire très attention de se dire, c'est pas parce qu'un contenu est présenté, livré, donné, qu'il est appris, d'accord, ou qu'il est intégré. Et à mon avis, il est là le plus grand piège, c'est de penser que en classe inversée, on se dise, ben voilà, au lieu de faire mon exposé en classe, je vais faire mon exposé sur une vidéo, puis je vais mettre cette vidéo-là dans la plateforme web ou sur YouTube, puis les étudiants vont l'avoir acquise.
on change pas grand-chose de notre paradigme de l'enseignement quelque part là, en faisant ça. Parce qu'on les remet dans la même situation que dans laquelle on les mettait dans la classe avant, simplement, au lieu de faire l'exposé magistral avec nos étudiants devant nous, on va leur donner l'exposé magistral, puis en plus, on n'a même pas à se fatiguer à le redire oralement. Pardon? Oui, pour l'université, c'est bien. C'est bien, voilà, il y a moyen de Non, non, c'est pas vrai ça. Moi, je suis pas du tout d'accord. C'est pas parce qu'il y a le temps à distance que le temps présent se diminue, il est différent. Dans le contexte de la classe inversée, tout à fait. C'est qu'on utilise, et ça c'est peut-être la partie qui me semble la plus intéressante de la partie classe inversée, c'est de dire qu'on utilise différemment le temps de classe, effectivement. Non plus pour faire un exposé, mais pour, cette fois-ci, placer les étudiants en situation active en classe. À mon avis, c'est la dimension la plus intéressante, effectivement. Mais le danger que je vois le plus grand et de toutes les choses que je constate, c'est que on ne change pas le paradigme de l'enseignement véritablement. Parce que on fait quand même des exposés très linéaires souvent et on considère que parce qu'on a fait une vidéo, le contenu est vu et su et compris par les étudiants. À mon avis, le danger il est plutôt là et c'est là où je voulais en fait amener votre attention dans le cadre de cet atelier ce matin, enfin cet après-midi pour vous. Ça va? Donc je voulais souligner cet aspect-là. Donc oui, il y avait une question? Oui, enfin, pour moi, il y a quand même une petite différence par rapport à un cours en présentiel. C'est que dans un cours en présentiel, l'étudiant n'a aucune prise sur le temps. Il est imposé en fait par l'enseignant dans le déroulé, alors que on peut penser que justement sur une vidéo en ligne, l'étudiant peut faire des pauses. Revenir, reprendre des choses, etc. Effectivement, c'est vrai qu'apparemment ils ne le font pas. Alors, la question est pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas parce que, voilà. Vous avez posé exactement les bonnes questions, tout à fait. Et vous avez votre intervention est tout à fait juste. Oh, est-ce que vous m'entendez encore? Oui. Oui, ah, okay. Je vous ai complètement perdu, il n'y avait plus d'image, plus rien, excusez-moi. Mais c'est ça, la question, en fait, c'est un présupposé. On se dit, les étudiants ont ce qu'on appelle une littératie médiatique, ils savent utiliser les réseaux sociaux, ils savent utiliser les YouTube, ils savent utiliser tout ça. Donc, on estime qu'à partir de là, ils ont les stratégies individuelles pour être capables de comprendre une vidéo de 10-15 minutes. Et ils ont de quoi la décortiquer. Mais en fait, les quelques travaux de recherche qui sont faits actuellement démontrent que ce n'est pas du tout ce qui se passe comme vous le dites. Et effectivement, donc ça veut dire qu'il faut qu'on questionne ça d'un point de vue pédagogique au départ. Et c'est là où j'en viens, et vous avez tout à fait raison, à cette idée que finalement, la classe inversée, ce n'est ni plus ni moins qu'un dispositif hybride. C'est-à-dire qu'on on hybride un peu plus notre formation pour faire en sorte qu'il y ait une densité. Ça, c'est même ma collègue Isabelle qui utilise cette expression-là que je trouve tout à fait intéressante. C'est de dire que, en fait, on est dans une situation où il y a de l'apprentissage hors classe, de l'apprentissage en classe. Et c'est pour ça tout à l'heure que je vous disais finalement comment apprend-on. Mais c'est-à-dire que à quel moment apprend-on? Et les étudiants peuvent apprendre en classe, mais peuvent apprendre hors classe aussi. Et donc maintenant, notre rôle d'enseignant, c'est de se dire, sachant comment ils apprennent et de quoi ils ont besoin pour apprendre, ces fameux processus cognitifs qu'on va aller stimuler, comment peut-on faire pour que ça se passe hors classe à l'aide de notre environnement pédagogique qu'on va leur configurer, qu'on va médiatiser pour eux, et comment ça se fait en classe, et comment on favorise une interaction entre deux espaces, deux lieux d'apprentissage, pour que ce soit chacun des étudiants. D'accord? Donc, finalement, pour moi, la classe inversée, c'est une option de type hybride, où on met en relation... Alors, sur des définitions parce que le temps passe, mais dire que type hybride, ça utilise la présence, ça se caractérise par le dispositif technologique en fait d'un ordre pédagogique et avec une alternance de médiatisation et de médiation. La médiatisation, c'est la mise en œuvre de ressources technologiques médiatisées ou à l'aide de ces technologies, une expression
des... Oui. On n'entend pas. On entend Il y a la connexion qui est en train de laguer. Enfin, on te voit, on t'entend plus très bien là. Ouais, et puis tu reçois le message un petit peu 2 secondes après. Alors attendez, je vais couper le mic de mon côté pour réduire Je pense que c'est le bon. débit. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Un peu mieux, oui. C'est un peu haché. Bah là, c'est mieux. C'est mieux. Alors, j'espère que ça va pas poser trop de problèmes. Ça va mieux là. C'est mieux. Ça va? Oui. Bon, j'ai fermé sur mon... Désolé. Donc je suis perdu. Sur la formation hybride. Formation hybride. Ouais. Formation hybride, ouais. On a lâché Ouais. 5 minutes. Bon, donnez-moi 2 Hors secondes, je vais classe et essayer de me classe. déconnecter, de me reconnecter. C'est possible. Ça va mieux là? Je suis revenu? Oui, Ça a l'air d'aller. c'est bon. On va voir. Ouais, je vous entends aussi un peu haché de mon côté, hein. J'espère que ça va marcher. Donc je vous disais que pour moi la classe inversée, je vais aller assez rapidement, c'est donc un dispositif hybride qui nécessite en fait de reconfigurer un dispositif classique de formation en présence pour le repenser avec une articulation de moments où on utilise des activités en présence, des activités à distance, où on exploite le numérique et où notre rôle de formateur et de pédagogue est complètement changé, d'accord, dans ce contexte-là. Alors, si je vais simplement, en fait, pour vous dire, dans les axes d'hybridation, il y a l'axe présence-distance. Hein, donc, il y a des activités qui se font en présence, des activités qui se font en distance, mais à distance. Mais dans ce contexte-là, la relation entre le formateur et ses étudiants est importante et elle va être redéfinie. Il faut la penser comme ça. Il y a la relation entre ce qui est synchrone et asynchrone. D'accord? Donc, c'est cette idée que là aussi, la relation entre le formateur et l'étudiant peut être de façon simultanée, mais peut-être aussi de façon asynchrone. Et donc, quand on pense une classe inversée, on doit penser comment s'articulent ces moments où on est avec les étudiants et ces moments où ils ne sont pas avec nous, mais il se passe quand même des choses et comment peut-on agir dans ces moments où ils ne sont pas en même temps que nous, au même endroit. Il y a cette articulation entre théorie et pratique aussi, où en fait on hybride d'une certaine manière l'accès en fait à la connaissance plus théorique et la mise en pratique et les connaissances issues de la pratique aussi, hein, pour les étudiants qui sont peut-être en lieu de stage parfois ou qui sont dans des formations professionnalisantes. Donc il y a cette hybridation en fait qui est à mon sens une nouvelle dimension de la formation hybride à laquelle la classe inversée peut contribuer, et donc on peut aussi alterner de façon plus adéquate les moments de mise en pratique et de réflexion sur la pratique à l'aide de la présence de l'enseignant. Et c'est ça qui est important dans la classe inversée, c'est que il y a parfois des manipulations qui se faisaient dans des situations de classe plus traditionnelles où tout ce qui était médiation relié à la mise en pratique ne se faisait jamais en présence de l'expert, c'est-à-dire du formateur. Et donc ça, c'est une perte. D'accord? Donc la classe inversée permet peut-être cette mise en relation-là. Et cette dimension du formel-informel de l'étudiant dans son parcours d'apprentissage. Alors, il y a des sont formelles, formalisées, structurées par l'enseignant, mais il ne faut pas négliger toutes ces dimensions de l'informel avec les échanges dans Facebook avoir lieu entre les étudiants, la rencontre avec quelqu'un qui a parlé d'un sujet similaire ou un ancien étudiant dans un forum quelque part en ligne, parce qu'à un moment donné on est dans une situation de stage et là on voit quelque chose qui se passe parce que le professionnel qui est à côté de nous réalise quelque chose, ou parce que simplement l'étudiant se dit le prof a parlé de cette notion-là en cours.
Moi, j'aimerais bien aller fouiller un peu ce qui se dit sur Wikipédia par rapport à cette notion-là ou ce qui se dit sur Google. Et puis, il y a le côté formel, structurant de ce que l'université ou l'établissement impose et exige pour qu'il y ait des exigences, pour qu'il y ait une reconnaissance de la formation. Donc, ces dimensions de l'hybride sont des dimensions qui font partie de la réflexion qu'on a lorsqu'on pense la création d'une classe inversée. Je passe sur les détails de cette diapo-là parce que j'y passerai trop de temps, mais il y a plusieurs composantes constitutives d'un dispositif de formation hybride. Peut-être que les conseillers pédagogiques pourraient y revenir avec vous un peu plus tard. Là où je voulais en venir, parce que tout à l'heure, je vous ai posé la question, est-ce que la classe inversée, finalement, c'est populaire parce que ça marche? Mais vous l'avez vu, hein, c'est très récent, c'est en 2010 que ça a commencé vraiment d'apparaître, et il y a très très peu d'études vraiment scientifiques sur les retombées, sur les pertinences, sur l'importance, sur l'efficacité de la classe inversée. Donc les études sont embryonnaires et les résultats sont très mitigés. Alors, dans certains travaux, et ce sont surtout en fait des travaux de type expérimental dans des petits groupes, dans des petits contextes, d'accord? Donc il y a encore beaucoup de difficultés à généraliser parce que les recherches qui ont été menées sont des recherches d'ordre souvent exploratoire. Il y a très peu de recherches un peu plus longitudinales, un peu plus à grande échelle. On est encore en train de comprendre ces dispositifs-là. Il commence à y avoir de nombreuses recherches qui se mettent en œuvre. Je suis actuellement sur un projet de recherche avec des chercheurs de l'Université de Montréal, de l'Université du Québec de l'Université Laval, à Québec, et nous, l'Université de Sherbrooke, avec de nombreux conseillers pédagogiques, on va voir sur une période plus longue les caractéristiques propres à la classe inversée, s'il y en a, et les retombées sur les pratiques des enseignants, des formateurs et des apprentissages. Mais pour l'instant, on a très peu de ça. Par contre, ce qui ressort, c'est que dans certains cas, on constate qu'il y a une capacité à faire une différenciation pédagogique. Donc, on est en relation plus étroite avec les étudiants parce qu'ils sont en action, et donc on a la capacité de les aider individuellement plus fortement. Ça sollicite, en fait, ça suscite ça soutient, pas dans certains cas, un transfert des apprentissages. C'est ce que nous, on a constaté dans l'expérimentation dont je vous ai parlé avec ma collègue, parce que pour la première fois, elle réalisait que les étudiants avaient la capacité de mobiliser les connaissances d'ordre théorique dans des situations beaucoup plus pratiques, et elle était là pour voir, verbaliser et les aider dans ce transfert des apprentissages. Ça permet aussi, et c'est ça qui me semble très intéressant, de repenser la pédagogie active et donc se donner des moyens de solliciter les étudiants et d'être présent avec eux dans des contextes de pédagogie active. Et quand même, on peut souligner qu'il y a en fait en général, quand même dans les recherches un peu plus larges qui ont été menées, une appréciation généralement positive des étudiants. Les étudiants sont contents. Ils vont dire au départ, bon, j'en ai pas vraiment besoin, ça me convient très bien ce qui se passe actuellement, hein, comme vous le disiez, ça leur convient bien parce que finalement ils n'ont pas grand-chose à faire a priori, et ils sont assez confortables dans ce modèle qu'ils connaissent bien. Mais finalement, dans la majorité des recherches qui ont été menées, les étudiants ont une appréciation générale positive parce qu'ils comprennent, ils réalisent, ils sont plus motivés, plus engagés, mais ils réalisent que c'est un effet sur leur compréhension, sur leurs apprentissages, et aussi parce que ça change un peu la dynamique dans laquelle ils se trouvent. Ils ont un rapport différent avec les enseignants. Donc il y a quand même quelques recherches qui tendent à montrer que c'est positif. Cependant, d'autres études montrent des effets plutôt négatifs. Notamment par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ça nécessite une littératie médiatique importante chez les étudiants. Et on constate que tous les étudiants ne sont pas si compétents avec les technologies que l'on pensait, d'accord, et que l'on imaginait. Donc c'est pas parce qu'on leur donne des choses à faire à distance, de façon autonome, qu'ils sont tous équipés de la même manière. Et donc ça peut créer en fait une certaine division chez les étudiants aussi, et donc créer une sorte de fracture médiatique, je dirais, pour les étudiants qui ont ces compétences et cette littératie médiatique et ceux qui l'ont un petit peu moins. Comment se retrouvent-ils devant des contenus multimédia et comment agissent-ils? Donc là, c'est assez mitigé à cet égard-là. On a constaté aussi que ce n'est pas nécessairement adapté à tous les étudiants. D'accord? Et donc, si on prend en compte le fait que certains étudiants ont besoin de nombreux qu'il y a de nombreux facteurs qui vont susciter leur engagement dans leurs apprentissages, eh
eh bien, on constate que ces facteurs-là ne sont pas toujours stimulés selon les types d'apprenants, selon les types d'étudiants, et que dans certains cas, il faut repenser et aussi les activités qui sont réalisées en classe ou hors classe, de façon à aller chercher ces facteurs d'engagement chez les étudiants. On a même constaté avec ma collègue Isabelle Nizet que ça créait une grande différence selon les étudiants. On avait remarqué qu'il y a des étudiants qui ont... En fait, il y a deux grandes catégories d'étudiants dans nos observations. Il y a ceux qui ont un but de performance et ceux qui ont un but d'apprentissage. Donc, les étudiants qui viennent à l'université ou dans nos établissements, il y en a certains qui viennent là parce qu'ils veulent avoir une bonne note, ils veulent avoir un bon diplôme, ils veulent réussir. Et il y a ceux qui sont là qui sont plus dans une logique d'apprendre. Moi, je viens à l'université parce que ça va développer mon bagage de connaissances, ça va enrichir mes compétences, ça va faire de moi quelqu'un qui va mieux fonctionner dans la société. Donc, eux, qu'ils aient une bonne note ou pas, c'est pas très grave. Ce qui leur importe, c'est d'apprendre. Et donc, ceux-là ont des finalités différentes. Donc, une attitude aussi différente par rapport aux stratégies qu'on leur demande. Alors, ce qui s'était passé, là, vous voyez la colonne en rouge, on avait remarqué que les étudiants qui étaient plus dans cette logique de but de performance arrivaient en classe et eux, ce qu'ils demandaient, c'était qu'on refasse les exposés qu'ils avaient écoutés parce qu'ils voulaient être sûrs qu'ils avaient bien compris pour être sûrs pour pouvoir bien répondre à l'examen la fois suivante. Donc, il y avait une certaine insécurité qui se générait chez eux parce qu'ils étaient dans une posture de validation de leur contenu. Et ceux qui étaient plus dans une logique d'apprentissage, ils développaient eux-mêmes certaines démarches spontanées, se donnaient des stratégies et devenaient en fait plus autonomes. Alors, c'était paradoxal, ça nous a semblé assez étonnant parce que les étudiants qui nous semblaient être des bons étudiants, entre guillemets, parce que c'était ceux qui performaient bien, donc qui avaient des bonnes notes au départ, c'était finalement ceux qui se retrouvaient en situation de détresse dans la classe inversée, et ceux qui, a priori, avaient de plus grandes difficultés, qui étaient un peu plus, je dirais, moins présents dans la classe parce que l'exposé pendant 3 heures, ça leur convenait pas, c'était ceux qui revenaient en classe et qui avaient mis tout un tas de stratégies, un peu à l'instar de ce que vous disiez, qui avaient découpé les vidéos, qui avaient pris des notes, qui avaient mis des séquences, qui avaient réécouté des éléments de certaines sections des vidéos. Et donc cela s'était donné une démarche. Là, c'est un portrait assez partiel, parce qu'évidemment, ça ne parle pas non plus des étudiants qui sont plus en situation de difficulté, qui ont des difficultés d'apprentissage, qui sont un peu plus en retrait par rapport à d'autres, parce qu'ils n'ont pas tout à fait le même bagage de connaissances en arrivant dans un cours en particulier. Là, c'était par rapport à des finalités d'apprentissage, pas par rapport à des niveaux d'apprenants. Et là aussi, des recherches que je mentionne pas ici, mais ont montré que les étudiants en difficulté ne sont pas nécessairement ceux qui sont favorisés par la classe inversée. Alors, en fait, je vais aussi passer très rapidement sur cette diapositive-là parce qu'elle me paraissait, elle est un peu complexe, mais je voulais surtout souligner ici ce qui est à droite, alors, entre le conçu et le perçu. Et donc, on se dit que en tant qu'enseignant, on va concevoir une situation de formation et qu'on va repenser toute la médiation que l'on peut faire entre le sujet apprenant et les objets qui sont à apprendre. Et donc, il y a quelque chose qui est conçu, mais il y a une réelle différence entre ce que l'on a conçu en tant qu'enseignant et ce qui est perçu par les étudiants. Et ça, il faut pas l'oublier non plus, il faut pas le négliger lorsqu'on pense la classe inversée. Et donc, il faut se placer dans une posture où il faut pas considérer que ça va être acquis, réussi tout de suite. Il faut se donner des outils pour voir est-ce que ce que j'ai conçu, c'est réellement ce que les étudiants ont perçu? Est-ce que ce que j'ai pensé qui allait se passer, est-ce que c'est réellement ce qui se passe? Est-ce que mon rôle de médiateur pédagogique est réellement le rôle de médiateur pédagogique qui a été vécu par les étudiants? D'accord? Donc ici, c'est simplement vous amener à réaliser que parfois il y a des différences. Donc, il y a quelques travaux qui ont été réalisés et que dans nos travaux, on a quand même corroboré d'une certaine manière. Donc, ça permet en fait aux étudiants de constater que la pédagogie traditionnelle a peut-être certaines limites et là, ils découvrent qu'il y a des nouvelles possibilités à l'université. Mais certains étudiants ont quand même, et ça on l'a constaté, une difficulté à concevoir une articulation entre la classe et ce qui se fait en classe. Souvent aussi, on constate que les étudiants n'étant pas habitués à ce genre de situation, ils sont pas réellement préparés à revenir en classe et à réaliser les tâches qu'on leur demandait de faire en classe, parce qu'ils n'avaient peut-être pas, ou on n'avait pas mis en place les outils pour qu'ils soient bien préparés.
Il y a quand même un choc culturel à anticiper, hein, parce que les étudiants qui sont, comme on disait en tout début de rencontre, dans une culture du réceptacle, du paradigme de l'enseignement, sont un peu déstabilisés. Et donc, faut les préparer à vivre ce choc-là quand même. En fait, il y a aussi beaucoup de recherches qui démontrent que parfois, on avait prévu une activité en classe, mais ça peut être pas si mal que se dire, vous n'êtes pas prêt là, on va la reporter cette activité qu'on avait prévue en classe, et ça donne l'occasion en fait aux étudiants de pouvoir exprimer, parce qu'on a libéré le temps de classe de cet exposé, ça donne l'occasion aux étudiants de pouvoir dire, voilà, nous n'avons pas compris telle notion, donc on peut reprendre avec eux des éléments et donc jouer mieux notre rôle de médiation, donc ne pas avoir peur de reporter l'activité qui était prévue. Et ça met en exergue aussi chez les étudiants leur rôle dans leur démarche d'apprentissage et la nécessité, les enjeux qui sont reliés à leur autonomie dans l'apprentissage. Du point de vue des formateurs, tout à l'heure, j'étais content de voir que vous n'aviez pas sélectionné la case pour travailler moins, ou en tout cas pour faire en sorte que l'enseignant travaille moins, parce que penser l'apprentissage actif, ça prend du temps. Ça demande d'être très efficace, d'être très structuré, d'avoir bien planifié, anticipé les choses, et ça c'est important. On a constaté aussi que du point de vue du formateur, il est très important d'encadrer le visionnement hors classe. Hein, je vous parlais de cette double topicité, c'est de là, en fait, c'est de cette observation-là que cette logique de double topicité nous paraissait importante. On se dit, on va leur donner des vidéos, mais non, il faut l'encadrer, il faut préparer, il faut donner des activités, des éléments pour que les étudiants aient des outils pour bien les écouter, ces visionnements hors classe. Il faut aussi donner la possibilité de poser des questions, que ce soit en cours de visionnement, mais aussi en retour en classe. Donc, il faut que les étudiants aient des espaces où ils peuvent questionner ce contenu-là. Et une des difficultés en exposé en grand groupe, comme je le fais là actuellement, vous voyez que vous êtes tous là, puis il n'y en a pas un qui me pose une question. Fait que j'estime, j'ai l'impression que vous comprenez, que vous êtes d'accord avec ce que je vous dis, mais vous ne me posez pas de questions. Alors, le petit amusement que j'ai fait tout à l'heure avec Socrative, c'était pour ça, justement, pour pouvoir susciter le questionnement chez vous. Alors, je vois qu'il y a une main levée. Ah, justement. Ouf. Elle trépigne. Donc, il y a plein de grilles qui sont très intéressantes, mais quand vous dites, par exemple, que la classe inversée n'est pas adaptée à tous les étudiants, donc est-ce qu'il y a des grandes lignes qui ressortent, par exemple, par rapport à un public d'étudiants qui sont en première année, qui arrivent à l'université, qui arrivent d'horizons différents. Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent? Par exemple, vous dites aussi que les étudiants en difficulté ne sont pas forcément ceux qui sont favorisés par la classe inversée. Est-ce que... Alors, comme je vous disais, c'est embryonnaire. Alors, je n'ai pas lu a priori d'éléments qui étaient reliés à la différence entre les premières années et les quatrièmes années, par exemple, ou les domaines disciplinaires dans lesquels ce serait peut-être plus efficace ou plus pertinent. Par contre, en fait, c'est ce que j'ai lu dans les quelques travaux que j'ai lus, c'est effectivement c'est tout ce qui est lié à la notion d'autonomie. Hein, donc, les étudiants qui ont ces stratégies autonomes, qui ont déjà une attitude autonome, seront favorisés, seront plus à l'aise dans ce contexte-là, parce qu'on leur redonne sur leurs épaules une démarche que pour beaucoup ils n'avaient pas. Mais ceux qui sont autonomes, qui ont déjà ces stratégies-là, ils se l'approprient et ils en sont libérés finalement du poids de l'enseignant. Par contre, ceux qui ont été dans cette logique beaucoup plus réceptive, beaucoup plus passive, se trouvent totalement désemparés. Et donc c'est plutôt à ce niveau-là qu'on a observé des choses. De la même manière que les étudiants qui ont une littératie médiatique, c'est-à-dire qui savent écrire, lire, s'organiser dans les environnements médiatiques, sont plus à l'aise parce qu'ils vont se donner des outils de la même manière pour dire comment je lis les vidéos, comment je collabore dans les espaces en ligne où on propose d'échanger. Ces étudiants-là sont plus à l'aise, effectivement. Et les étudiants qui sont plus en difficulté, qui ont déjà de la difficulté à comprendre des notions, ont aussi
un niveau d'anxiété qui est très élevé. Ça, c'est ce qu'on avait constaté. Et donc, cette autonomie les confronte aussi à leurs difficultés d'apprentissage. Donc, ces étudiants-là, faut bien les considérer pour leur donner des outils différenciés. Alors, là où je veux mettre des bémols dans tous ces travaux-là, c'est que, comme je vous disais, ce sont des travaux qui ont été réalisés dans des contextes très petits, des petits groupes, des petites caractéristiques, c'est très exploratoire. J'aurais de la difficulté aujourd'hui à généraliser tout ça. D'accord? C'est plus des éléments sur lesquels on a dans nos travaux réalisé qu'il fallait prendre attention. Ce sont des choses qu'on a observées chez nos étudiants, dans ces petits groupes-là, que les collègues qui ont fait ces travaux de recherche ont observés dans des contextes particuliers. Donc, on va progressivement, la recherche va nous apprendre à comprendre finalement les contextes dans lesquels certains étudiants, de quel type d'outils auraient-ils besoin et pourquoi. Donc, voilà où on en est, je dirais, dans la recherche actuellement. Je voulais poser une question aussi. Ouais. Par rapport, vous disiez tout à l'heure que les ressources étaient livrées en ligne ou alors sous forme de vidéo. Est-ce que vous avez, est-ce qu'il existe des situations dans lesquelles les étudiants partent, je dirais, de rien, c'est-à-dire de la bibliothèque universitaire, de bouquins, voilà, et construisent eux-mêmes des cours ou des petits cours sur des notions, des concepts. Parce que pour moi, c'était un peu plus ça l'idée, c'est-à-dire de vraiment les faire chercher, venir en classe ensuite et faire avec eux, ou les faire participer pour faire le cours, quoi. Moi, c'est comme ça que j'avais compris la classe inversée. Parce que livrer effectivement mon cours ou un cours sur l'ENT, le lire, le travailler, comme on disait tout à l'heure, c'est un petit peu la même démarche que enseigner. Voilà. Est-ce que cette pratique existe? Oui, elle existe. Il y a plusieurs expérimentations de ce type-là qui ont été faites. Et en fait, ce que vous énoncez là, ce sont des stratégies de pédagogie active, en fait. Et en fait, vous proposez une pédagogie qui est celle de l'étudiant enseignant, qui est celle de dire on place l'étudiant dans une situation où c'est lui-même qui va enseigner à ses pairs. C'est une approche qui s'appelle le BIOC. Là, on entre dans une pédagogie active. Pardon? Cette approche s'appelle le BIOC, Build Your Own Course. Hein? Oui, on pourrait dire ça, effectivement. Non, mais ça s'appelle comme ça. Oui. Et est-ce qu'il y a eu des études de fait sur l'efficacité de cette méthode? Il y a quelques travaux, oui. Là, je les ai pas en tête parce que c'est vrai que c'est pas nécessairement, quand on parle de classe inversée, ce qui va être, je dirais, étiqueté classe inversée, en fait. C'est une des méthodes ou des stratégies pédagogiques qui peut être incluse dans l'ensemble des stratégies qui vont composer la partie active qu'on propose aux étudiants. Mais ce n'est pas nécessairement la seule. Et c'est là où je vous dis, je ne sais pas si vraiment la classe inversée est un concept en soi, pour être honnête. C'est-à-dire que ce que ça nous amène à réaliser, c'est qu'on peut proposer, même si on n'est pas avec les étudiants, des activités, des méthodes actives qui vont faire en sorte que les étudiants vont être engagés et qu'on va solliciter le temps de classe pour que notre rôle de formateur facilite cette médiation entre la connaissance et l'apprentissage. Peu importe l'activité qu'on leur propose de faire, que ce soit réaliser un projet, que ce soit un laboratoire d'expérimentation par rapport à des objets particuliers, que ce soit la création d'un cours pour les pairs, que ce soit la création d'une ressource didactique pédagogique. Il y a tout un tas de possibilités, mais ce que l'on inverse à mon sens, c'est le moment où, en fait, c'est de permettre à l'étudiant d'avoir accès à nous comme experts dans cette médiation avec l'apprentissage. À mon avis, c'est là l'élément clé. Mais ce que vous dites est tout à fait possible, mais c'est vrai que c'est pas sous le vocable classe inversée que j'aurais retrouvé ce genre d'expérimentation. Moi, je pensais que c'était... Mais ça suppose quand même que ce soit des petits groupes. Ça suppose qu'on travaille qu'avec des petits groupes pour qu'il y ait cet échange. Dès lors qu'on est sur des grandes promotions d'étudiants, c'est plus possible. Pourquoi? Avoir accès à nous, l'espère. Parce que le dialogue entre l'étudiant et l'enseignant, si vous avez 150 étudiants, va être limité à... je vois pas comment on peut amener cet échange-là sur un grand nombre d'étudiants. Alors, est-ce que...
La médiation de l'enseignant, en fait, c'est une médiation. Hein, et vous avez vu si je remonte je vais pas remonter parce que je veux pas me perdre dans le diaporama, mais il y a plusieurs possibilités de favoriser cette médiation pédagogique en favorisant le dialogue entre les pairs, les conflits socio-cognitifs dont je parlais en tout début, le fait que certains pairs sont plus expérimentés, la possibilité de créer des projets qui vont aussi être validés par soit des experts de contenu qu'on pourrait consulter, on pourrait amener cette dimension-là. Donc les pédagogies actives, de façon générale, ne sont effectivement pas les mêmes en grand groupe qu'en petit groupe, mais dans la mesure où l'étudiant est au centre de son apprentissage, on doit trouver des méthodes qui vont faire en sorte que les étudiants vont pouvoir être actifs et vont avoir accès à une médiation. Est-ce que ce sera nécessairement la médiation de l'enseignant? Est-ce qu'elle prendra une forme où chaque enseignant ira voir chacun des étudiants individuellement? Ou est-ce que ce sera une navigation entre petites équipes? Ça va être à vous, selon votre contexte, les enjeux, les objets d'apprentissage, les difficultés que vous connaissez de vos étudiants, qui allez pouvoir dire, voilà, à tel endroit, il y a un nœud en particulier qui est documenté ou que je connais ou qui ressort de la situation dans laquelle je mets les étudiants. Comment on peut, compte tenu du nombre du groupe, comment on peut, compte tenu du niveau des étudiants, favoriser cette médiation-là? Il n'y a pas de réponse magique. Mais je suis convaincu que c'est tout aussi faisable en grand groupe qu'en petit groupe, c'est juste pas de la même manière. Je vous inviterai par exemple à lire les travaux de Denis Berthiaume, qui est en Suisse, qui a travaillé beaucoup sur les pédagogies actives en grand groupe. Cécile le connaît bien, je pense qu'elle pourra vous partager quelques-unes de ses références. Donc il y a beaucoup de travaux sur les pédagogies actives en grand groupe. Ça va? Il y avait une autre question, je pense, à Lorient. Oui, moi, oui, je vous écoute. Vous entendez? Allô? Ah oui. J'ai une question par rapport au contenu. Je suis enseignant de langue. Est-ce que vous avez des expériences avec l'enseignement d'une langue étrangère à travers ce principe-là? Oh oui, il y a eu beaucoup de mise en œuvre dans ce contexte d'enseignement des langues ici. J'ai essayé dans le travail qu'on fait de me détacher en fait, surtout pour la présentation d'aujourd'hui, je vous avoue que j'ai surtout essayé de me détacher d'un contenu spécifique pour apporter plutôt une réflexion quant à des grandes lignes d'ordre plus pédagogique, je dirais, que didactique. Mais il y a effectivement beaucoup d'expérimentations qui se sont faites dans l'enseignement des langues pour favoriser justement le dialogue et les interactions dans la situation de classe avec l'enseignant. Mais là, je ne pourrais pas vous en citer comme ça tout de suite. Mais il y en a eu, ça je peux vous le dire. Non, ça voilà. Alors, malheureusement, comme j'ai pris un petit peu de retard à cause de mon entrée, je voulais surtout vous terminer en vous expliquant que vous avez un grand rôle à faire en termes d'ingénierie pédagogique. Attends, si vous Florian, connaissez la notion s'il te d'ingénierie plaît. pédagogique. Oui, Florian, il y aurait une petite Ouais. question ici à Lorient, Ouais. s'il te plaît. Vas-y. Non, c'est juste un petit témoignage. Je connais un lycéen qui vit en ce moment une expérience de classe inversée en lycée. Il a mis un certain temps à s'y faire. Maintenant, il apprécie. Mais par contre, en fait, on leur demande de lire le livre, le cours sur le livre avant de venir en classe. Et en classe, il y a effectivement des activités. Par contre, cette pédagogie a entraîné une véritable levée de bouclier chez les parents d'élèves. Voilà, c'était juste un témoignage, mais pas au sein de l'université. Hein. Ben, vous rejoignez en fait ce que je disais tout à l'heure quand je parlais du choc culturel, hein, parce que dans le cas du secondaire, effectivement, les parents sont un peu plus impliqués. À l'université, on imagine que les parents ne sont pas très présents avec leurs jeunes, nécessairement pour les accompagner dans leur cheminement, mais il y a un choc culturel qui se vit. Et il faut pas le négliger effectivement dans notre planification parce que on a des conceptions encore une fois et tout apprenant a des conceptions aussi de ce que c'est que apprendre et de comment il peut apprendre. Donc il faudra se préparer à ça. Et c'est pour ça que j'aurais tendance à vous suggérer quand vous allez penser votre ingénierie pédagogique à ne pas penser
une refonte complète de votre cours, mais peut-être vous dire, bah tiens, telle partie de mon cours, on va le faire sous la forme classe inversée, le reste, on va le laisser en mode un peu plus classique, traditionnel, puis on va voir ce que ça donne. Puis l'année d'après, vous allez élargir un petit peu, ou repenser ce petit module-là, et après prendre un peu plus d'assurance, pour acculturer aussi vos étudiants à cette approche. Mais oui, vous avez tout à fait raison, effectivement. Donc, Cécile, Lucas, je vous donne un mandat. Ça va être de faire suite à ce que je vais amorcer très rapidement ici sur les questions d'ingénierie pédagogique. Parce que pour moi, ce qui est à la base de la réponse... Oui, il y a une question. Florian, il y a une question à Pontivy. Oui, merci. Oui. Bien, mon obsession depuis que on me voit pas? Ah, bon. Mon micro est allumé? Je vous entends, c'est pas grave, allez-y. Bien, c'est parfait. Donc mon obsession depuis que je suis enseignant, c'est de m'intéresser à ceux qui ont le plus de mal. Parce que, en fait, nos meilleurs élèves n'ont pas besoin de nous. Ils savent très bien faire avec les livres, avec la vidéo, avec Internet, avec tout ce que vous voulez. Ils n'ont pas besoin de nous. S'ils ont envie de faire, ils le feront. Je sais aussi, par expérience, que se retrouver chez soi, le soir, devant un livre, une vidéo, tout ce que vous voulez, parce que bon, c'est très compliqué quand on est tout seul. Ouais. Qu'apporte la classe inversée? J'ai entendu parler, on prépare un bouquin, mais ça fait déjà bien longtemps. Moi, quand j'étais au collège, on lisait les bouquins avant de venir en classe. La littérature. Donc on préparait déjà les cours en avance. Qu'est-ce qu'apporte la classe inversée pour des jeunes qui sont en difficulté? Ça, c'est ma vraie question, parce que c'est là où j'ai mon rôle d'enseignant. Les meilleurs, ils n'ont pas besoin de moi. Je vous rejoins à 100%. Même si je pourrais questionner qu'est-ce qu'on entend par meilleur, qu'est-ce qu'un bon étudiant, ça on pourrait questionner. Les meilleurs cette dans les critères académiques. Pour l'instant, on les a pas retirés, les critères académiques. Je crois pas toujours. Mais est-ce que c'est celui qui réussit mieux ou est-ce que c'est celui qui apprend plus? Il faudrait se poser la question. Mais ça, c'est pas un débat que je vais engager ici, mais c'est intéressant quand même. Là où je vous rejoins, c'est que, comme je vous le disais en introduction, je reste encore très sceptique quant au fait qu'on est en train de créer une nouvelle pédagogie. C'est-à-dire qu'à mon sens, ce qu'apporte la classe inversée, pour moi, le plus pertinent dans tout ça, c'est qu'on est en train de questionner ce que vous questionnez et qu'on est en train de prendre conscience qu'on peut, pour certains d'entre nous qui ne l'avaient pas fait auparavant, réaliser qu'on peut aider ces personnes-là grâce aux technologies notamment, grâce au fait qu'il y a des moments distincts où les étudiants peuvent réaliser des apprentissages et que donc, on commence à questionner, à se dire, bah tiens, maintenant qu'on a donné des éléments, comme on sait que certains sont plus autonomes, comment on fait pour accompagner ceux qui le sont moins quand ils sont à distance? Et peut-être qu'on se donne aussi des outils pour faire en sorte que ceux qui sont autonomes restent très autonomes et ont les outils nécessaires pour pouvoir fonctionner de façon autonome, et que donc on se libère un petit peu en tant que pédagogue pour accompagner ceux qui ont un peu plus de difficultés. Est-ce que ça veut dire que le travail qui se fait à la maison, donc hors classe, est-ce qu'il est nécessairement seul? Est-ce qu'il est nécessairement une lecture? Est-ce qu'il est nécessairement une observation, une écoute d'une vidéo? Est-ce qu'il est nécessairement long, difficile? Est-ce que c'est nécessairement un exercice? Et donc, toutes ces questions que l'on se pose, moi, ce que j'aime dans la vague classe inversée, c'est qu'on se les pose, enfin, ces questions-là. Et qu'on repense, finalement, le contexte universitaire, enseignement supérieur, non pas comme un lieu d'enseignement, mais comme un lieu d'apprentissage, et que l'apprentissage se dispose dans différents contextes. Pour moi, c'est ça que ça change, la classe inversée. Mais il y a tout un tas d'enseignants qui, comme vous, utilisaient des techniques, des stratégies qui, finalement, on peut peut-être les réutiliser, mais on peut peut-être les réutiliser un tout petit peu différemment, en repensant peut-être le fait que certains étudiants ont de la difficulté dans ce contexte-là et différencier un peu plus, finalement. Mais donc, je suis d'accord. J'ai pas l'impression qu'on révolutionne quoi que ce soit, en fait, pour être honnête. J'espère que Cécile, tu m'en voudras pas d'avoir dit ça et que tu vas quand même m'inviter à intervenir dans d'autres situations. Mais je pense que c'est surtout ça qu'il faut garder en tête. C'est que oui, on peut faire de la classe inversée, mais ça peut prendre plein de sortes différentes. Et ce qui est très important, et donc là, malheureusement, comme le temps file, je ne dépasserai pas, mais c'est de penser notre ingénierie pédagogique. C'est-à-dire de bien penser l'environnement d'apprentissage dans lequel on se trouve,
qu'est-ce que l'on donne comme ressources, comme activité, comme situation aux étudiants et quelles sont les compétences et connaissances qu'ils vont développer à l'intérieur de ça. Donc, je vous passe les modèles d'ingénierie pédagogique qui existent. Et donc, ce qui est très important, c'est de penser notre alignement pédagogique et se dire quels sont les objectifs, les cibles de formation que l'on a dans notre cours. Quelles sont les méthodes et stratégies pédagogiques que l'on va mettre en œuvre dans ce contexte-là? Quels sont les outils technologiques présence, distance, sur lesquels on peut s'appuyer pour répondre pour réaliser ces méthodes-là et faire en sorte que on atteigne les objectifs pédagogiques que l'on se donne, et comment on va assurer que les étudiants seront évalués de façon cohérente. C'est-à-dire, on leur donne pas des activités à faire qui ne sont pas cohérentes avec les modalités d'évaluation. Si les modalités d'évaluation sont des QCM avec des choix de réponse, peut-être que les mettre dans une situation de résolution de problèmes, c'est peut-être pas tout à fait adéquat avec avec les modalités avec lesquelles on va les évaluer. Donc cet alignement technopédagogique, je vous invite à écouter attentivement justement cette vidéo de Marcel Lebrun qui explicite ça de façon très claire, je pense. Donc moi, ce que je voulais vous dire, c'est de penser finalement un tableau simple qui vous dit finalement quelle est l'activité que l'étudiant va faire. Qu'est-ce qu'il va apprendre dans cette activité-là? Quelles sont les ressources qu'il va mobiliser? Comment il va les mobiliser? Quelle stratégie pédagogique on lui donne? Quelle est la durée qu'on estime de cette activité-là? Et comment il sera évalué? Est-ce que c'est de l'auto-évaluation, de la co-évaluation, de l'évaluation formative, de l'évaluation sommative? Et donc, si vous décrivez très attentivement chacune des étapes, chacune des situations qui composent l'activité de classe inversée que vous mettez en œuvre, vous allez réaliser que vous allez peut-être penser, ah tiens, on fait une vidéo. Mais qu'est-ce que je mets dans cette vidéo? Comment je la scénarise? Comment j'aborde le contenu? Comment l'étudiant va être soutenu dans l'appropriation de ce contenu-là? Puis après, une fois qu'il a écouté la vidéo, qu'est-ce qu'il doit faire? Comment il va le faire? Qu'est-ce qu'il va mobiliser? Quelles ressources il va utiliser? Dans quel environnement il va échanger? Qu'est-ce qu'il doit le faire avant ou après la classe? Pendant? Avec les autres étudiants? Est-ce qu'il va le faire seul? Est-ce qu'il va le faire avec d'autres? Est-ce qu'il va le faire pendant 1 heure? Est-ce que ça va être des capsules de 5 minutes? Toutes ces questions-là doivent être anticipées à l'avance. Je pourrais passer des heures à parler d'ingénierie pédagogique avec vous. Je pense que justement vos ingénieurs pédagogiques sont là pour vous aider à vous poser ces questions-là et à bien penser que les activités pédagogiques que l'on construit dans un contexte de classe inversée nécessitent énormément de questionnement et une planification fine. Alors je voulais terminer par cette illustration de la classe de ma collègue Isabelle qui a fait un petit peu dans le modèle de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'elle a un gros groupe d'étudiants elle donne un cours sur l'évaluation des compétences en enseignement secondaire. Et puis elle s'est aperçue que les étudiants avaient un gros problème par rapport à un concept spécifique qui était la conception de grilles critériées, notamment dans l'évaluation des compétences. Et les étudiants avaient du mal à comprendre cette notion-là. C'est dit comment elle avait le problème que tous les étudiants venaient la voir. Après chaque cours, elle passait des heures. Les 60 étudiants venaient dans son bureau un par un pour lui poser des questions sur quelque chose qu'elle avait passé 3 heures à expliciter en classe et qu'elle pensait qui était compris. Donc elle s'est dit, ça marche pas, je dois changer. C'est son point de départ. Il faut que je change. Donc comment je vais faire? Et c'est là qu'elle en est venue avec l'idée de faire une classe inversée. Et donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le schéma synthèse de la structure de tout ça. Donc, on en est arrivé avec tout le questionnement d'ingénierie pédagogique qu'on a mis en œuvre, à se dire, voilà, on va faire deux modules d'auto-apprentissage, dans lesquels se tiendront des petites unités distinctes. Puis, il va y avoir une activité en classe où ils vont avoir simplement des exercices pour mobiliser finalement les notions abordées dans chacune de ces unités d'apprentissage. C'était 3 heures en classe où les étudiants étaient en petites équipes et avaient des exercices à faire et l'enseignante naviguait d'équipe en équipe pour répondre aux questions en lien avec ça. Donc là, c'était une mobilisation très claire des notions vues dans le cadre d'exercices simples. Ils repartaient chez eux et là, ils avaient 2 autres unités d'auto-apprentissage qui allaient un peu plus en profondeur au niveau des connaissances déclaratives et procédurales dont ils avaient besoin pour créer des grilles critériées. Donc, et parallèlement à ça, ils devaient travailler en équipe pour explorer des ressources qu'ils mobilisaient dans un projet qui était parallèle, qu'ils avaient à construire. D'accord? Donc, parallèlement, en travail d'équipe, ils avaient un projet de créer des grilles critériées dans le cadre d'un cours qu'ils montaient dans leur domaine d'apprentissage à eux. Et puis, ils revenaient en classe
Et là, ils terminaient la conception de ces grilles qu'ils avaient commencé de construire de leur côté, et ils la terminaient en classe. Et ça, c'était l'objet d'évaluation. Ils devaient remettre à ma collègue des grilles critériées dans le cadre d'une situation d'apprentissage qu'ils proposaient à des élèves potentiels futurs de leur stage. Vous voyez la structure un peu? Donc, c'était fait vraiment, ça s'est déroulé sur 3 semaines. Le reste du trimestre, qui était de 15 semaines, s'est fait de façon classique. Elle n'a pas changé le reste de son cours. Et ça venait à peu près à la 4e semaine de son cours. D'accord? Donc sur les 15 semaines, ils ont eu un mois à peu près régulier, un mois de classe inversée, et ils ont terminé avec une classe plus régulière. Donc, avec Isabelle, on a fait ce que je vous ai montré ici, c'est-à-dire qu'on a rempli très attentivement le tableau que je vous ai montré pour penser très précisément chacune des unités d'apprentissage. On en est venu à scénariser chacune des vidéos qu'elle construisait, à se dire qu'est-ce qu'il va y avoir comme média à l'intérieur de ça, qu'est-ce que je vais dire comme narration, comment je vais le présenter, de quelle manière. Donc, elle a scénarisé chacune de ces petites vidéos-là. Et on en est arrivé à la production d'un Prezi, en fait, qui animait finalement les éléments qu'elle présentait et qu'elle présentait aux étudiants. Donc vous voyez qu'il y a toute une animation qui se caractérisait après qu'elle narrait. Et chacune de ces petites capsules, on les a intégrées dans un Prezi où l'étudiant avait la liberté d'aller naviguer dans ce Prezi-là pour aller écouter chacune des petites capsules. Donc il y avait des capsules où c'était Isabelle qui parlait, des capsules où c'était le diaporama qui était animé avec des commentaires très structurés, un peu dans le sens de ce que je viens de vous montrer. On revenait avec une autre capsule et on leur proposait un parcours au travers de ça. On avait fait le choix sciemment de découper le plus possible chacune de ces capsules de façon à ce que la durée totale ne soit pas trop longue. Je ne dis pas que c'est un modèle à suivre, hein, c'est une illustration de comment on a réfléchi les choses. Et puis donc on a mené un travail où vous voyez dans les images qui sont ici, vous voyez en bas, en fait, je filmais Isabelle dans sa classe lorsqu'elle était avec ses étudiants dans la partie active. Et on a fait toute une enquête auprès des étudiants pour comprendre comment ils avaient procédé dans la partie hors classe. Et puis avec Isabelle, on a regardé les vidéos où elle s'est auto-analysée en auto-confrontation croisée avec moi qui jouais le rôle de chercheur. On essayait de comprendre qu'est-ce qui se passait au niveau de la médiation qu'elle avait mise en œuvre avec ses étudiants. Donc, je ne dis pas qu'il faut que vous fassiez ce genre de recherche-là, mais ce que je veux vous inviter à faire, c'est d'abord penser votre ingénierie, penser tous les moments où les étudiants sont en situation d'apprentissage et vous donner des outils, vous, pour pouvoir dire, non pas au feeling, mais bien de façon un peu plus formelle, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a fonctionné? Pourquoi? S'il y a quelque chose qui vous importe de regarder, donnez-vous des outils pour pouvoir garder des traces. Ça peut être un quiz très simple, ça peut être des entrevues avec les élèves. Je vous donne une illustration. Isabelle était ressortie de cette séance-là extrêmement débinée, mais vraiment déprimée. Ça me dit, ça n'a pas marché du tout, mon expérimentation de classe inversée, c'est une catastrophe. Parce que l'étudiante qui est en arrière ici, vous la voyez pas, mais il y a une petite étudiante qui est debout en arrière, qui est noire, là, tout en noir. C'est une excellente étudiante. Alors, comme on disait tout à l'heure, qu'est-ce que veut dire une bonne étudiante? Mais c'est une excellente étudiante, elle performe, elle a des notes extraordinaires, et elle était très agressive dans cette situation de classe-là, parce qu'elle a monopolisé beaucoup Isabelle, parce qu'elle, ce qu'elle voulait, là, c'était s'assurer qu'elle avait bien compris, parce qu'elle voulait surtout pas manquer son examen la fois d'après. Et donc, elle est passée à côté de cette situation, parce qu'elle s'est pas mise dans une posture d'apprenant, elle s'est mise dans une posture de réussir. Donc de réussissante. Donc une posture où elle voulait absolument avoir la bonne note, le bon résultat. Et ça a monopolisé tellement Isabelle qu'elle en a obstrué en fait complètement tout ce qui s'était passé avec les autres étudiants. Elle est ressortie de là en se disant ça n'a pas marché. Et finalement, en analysant la vidéo après avec elle, on a réalisé que tous les autres étudiants étaient dans des situations très actives, très engagées, posaient des questions qu'elles n'avaient jamais eues auparavant, réalisaient des grilles de critériés qui n'étaient pas du tout du même acabit qu'auparavant. Donc, juste pour vous dire qu'en se donnant des outils pour mieux comprendre, on va un peu plus loin que notre propre perception qui est parfois un peu erronée et juste émotive. Donc voilà, je m'arrête là parce que je sais que j'ai dépassé un petit peu mon temps et c'est de ma faute parce que je suis arrivé 15 minutes en retard. Donc merci beaucoup. J'imagine que vous avez plein de questions. Ouais. Ah oui. Oui, bien sûr, évidemment, mais vous avez des ingénieurs pédagogiques qui sont extrêmement compétents, qui
qui sont là pour vous aider et que vous pouvez consulter. Cécile, Lucas et moi, je vous disais, on travaille beaucoup ensemble. Je connais un petit peu les autres aussi. S'il y a quoi que ce soit, je suis tout à fait disponible pour discuter avec vous. N'hésitez pas à m'envoyer des courriers électroniques. N'hésitez pas à solliciter les ingénieurs pour échanger autour de ces questions-là. Ma volonté, c'est de stimuler votre intérêt, votre questionnement et votre doute aussi. On est stimulé. Mais ça veut dire que, par exemple, pour les vidéos, on est obligé de se faire filmer, quoi. C'est un peu... Non, ils avaient... Pas forcément filmer, tout petit, tu peux. quoi. Moi, j'ai On n'a pas forcément envie. Moi, j'ai commencé, mais on me voit pas. J'ai fait, oui, ça, j'ai fait déjà aussi. Voilà, un diaporama à trous, on me voit pas. J'ai fait un diaporama à trous que je complète en séance, dans lequel j'écris, on voit tout ce que j'écris. On peut mettre un masque. Moi aussi, j'ai fait ça. Que je vous oblige à faire. Quand on dit vidéo, c'est vidéo, quelle forme de vidéo? Bah, c'est toutes les formes de vidéo. C'est ça la question. C'est de vous dire, finalement, quelle va être la ressource médiatique qui va être la plus utile pour les étudiants hors classe pour avoir accès au contenu théorique didactique sur lequel je veux qu'ils se penchent hors classe. Est-ce que la vidéo est le meilleur moyen? J'en suis pas nécessairement convaincu. Est-ce qu'un diaporama animé, est-ce qu'un screencast, est-ce qu'une illustration photo avec des petites activités proposées est aussi intéressant? Il y a plein de façons de le penser. Ce que je vous oblige à faire, entre guillemets, ce que je vous invite à faire surtout, c'est à bien penser ça. Vous dire qu'est-ce qui va se passer hors classe, comment les étudiants vont avoir accès à ce contenu-là, comment ils vont l'appréhender, comment ils vont être actifs, qu'est-ce qu'on peut faire pour susciter cette activité-là. On fait des duos maths physique. Il y a plein d'options. Il n'y a pas de bonne solution. Il y a plein d'options. Il faut commencer. Mais oui, les duos. On fait maths pour le public. Je vois qu'il y a plein d'idées déjà. C'est ça qui est cool. C'est ce que j'espérais susciter chez vous. Tu es au duo. Ouais. Le souci reste le temps. Ouais. Oui, et d'ailleurs, on l'a dépassé de quelques minutes, alors je ne veux pas vous... C'est de ma faute. Ah, vous avez vu comme j'ai rebondi. Hein. J'aime beaucoup le chat. Alors, je vous dis au revoir, mais merci. Avec grand plaisir, je reviendrai s'il y a quoi que ce soit. Merci, Florian. Dès qu'on approfondit des choses. Merci. Merci à vous. Merci. Bon courage.